Imagemo. 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 Bonjour, c'est Marie Lalande au micro d'Imagemo à voix haute, épisode du 16 mars 2025. Aujourd'hui, en seconde partie d'émission, à Dis-moi ce que tu lis, je reçois Luc Lapierre, bénévole lecteur pour lire et faire lire. C'est l'auteur et illustrateur Paul Martin qui assure la tribune littéraire de grandes personnes à propos de la simplicité. Et on terminera avec quelques événements littéraires qui se vivent tout près de chez vous ou un peu plus loin avec les actualités littéraires. Mais d'abord, en première partie, Élodie Pohac de la librairie de Verdun nous parle de ses coups de cœur de libraire, des aventures chevaleresques. Et dans les coulisses du livre, je reçois un duo de créateurs, l'auteur Katia Cantiani et l'illustrateur Félix Girard. Encore une fois, vraiment tout plein de livres et de choses à découvrir sur la littérature jeunesse. La chronique coup de cœur des libraires. Aujourd'hui, c'est Élodie Pohac, libraire jeunesse à la librairie de Verdun, qui nous présente ses coups de cœur. Bonjour Élodie. Bonjour Marie. Élodie, je vous présente rapidement. Vous êtes originaire de Nantes. Vous avez été bénévole en bibliothèque durant 12 ans avant d'obtenir votre diplôme en bibliothéconomie. Vous avez exercé 5 ans en France, d'abord dans une bibliothèque axée autour de l'accessibilité handicap et numérique, avant d'y travailler en tant que bibliothécaire jeunesse. Vous êtes au Québec depuis septembre 2022. D'abord libraire jeunesse dans une grande surface, une grande chaîne. Et vous êtes depuis 2 ans à la librairie de Verdun. Vous travaillez aussi maintenant à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Exactement. Et nous, chanceux, on profite de votre expertise. Et vous nous parlez aujourd'hui de livres sur le thème des aventures chevaleresques. Oui. On vous écoute. Au départ, je voulais parler de voter pour le pire, vu la situation. Oui, mais vraiment. je me suis dit que... Mais c'est déjà fait, on a déjà voté pour le pire. Oui. C'est ça. Donc, finalement, il y a d'autres choses, d'autres albums qui sont sortis récemment qui m'ont parlé tout autant sur la question de l'unité, sur la question de l'importance de l'amitié, de la bienveillance. Et il se trouve que les 3 albums que je vais présenter ont tous en commun un petit côté chevaleresque. Ah oui. Donc je vais commencer par parler de Milo le Chevalier de Charlotte Pavant et Grégoire Laforce. Oui, qui est une nouveauté. Hein? Il est une nouveauté, oui, il est sorti il y a quelques semaines, je dirais, juste avant Noël, je pense. Et tout simplement dans l'histoire, dans la famille de Milo, on est chevalier de père en fils. Donc avec toutes les attentes qu'il y a avec, sa mission, c'est seulement protéger la communauté. Oh. Mais bon... Ça fait un moment qu'on n'a pas vu de dragon ni de princesse à sauver. Et la question, c'est surtout ça. Est-ce qu'on n'est pas juste une armure ? Oui. Et la question, ça va être aussi de peut-être se laisser aller, être juste soi-même et lâcher toutes les attentes qu'on a pour être juste soi. Donc c'est une quête d'identité. C'est ça, c'est vraiment une quête initiatique. Et parce qu'il répète tout le long les mêmes choses, comme la tradition le veut. Mais sauf que les temps changent et puis il faut juste être soi-même finalement. Ouais. C'est peut-être ça le plus courageux plutôt que de porter une épée et une armure. Ouais. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié dans cet album parce que c'est vraiment c'est fait tout doucement, c'est amené tout doucement. Puis cette question de pourquoi je le fais, parce que techniquement il n'y a plus rien à protéger, tout le monde se protège les uns les autres. Ouais. Et donc c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé dans Milo le Chevalier parce que il a rien de ce qu'on attend d'un héros. Et finalement, son plus grand courage, ça va être de lâcher son armure qui lui donnait une sensation de protection pour avancer dans la vie. Pour être lui-même. Et donc ça, c'est signé Charlotte Parent et Grégoire Laforce. Et c'est chez Comme des Géants. C'est ça. D'accord. La deuxième série que je vais présenter, c'est Bergère guerrière. Ah oui. Je pense que maintenant, tout le monde connaît la série en 4 tomes de la bande dessinée, qui est plutôt adaptée à des enfants, je dirais, à partir de 8 ans. Oui. Mais ils ont eu cette très bonne idée, Jonathan Garnier et Amélie Fléchet, de produire un album
qui s'appelle Les Novices, pour les enfants, à partir de 5 ans. Donc là, c'est vraiment un album qu'on peut raconter le soir, en plusieurs moments, et on retrouve les thèmes principaux qui a fait le succès de la BD, à savoir l'amitié, la bienveillance, c'est vraiment le courage. Puis pareillement, dans Bergère guerrière, tous les hommes sont partis au front, et ils sont jamais revenus. Donc il a bien fallu sécuriser le village, et c'est donc les femmes, ados de bouc, qui protègent le village. Alors déjà, il y a un petit côté féministe qui est très apprécié, mais il y a aussi toute cette question de... On suit le personnage de Molly, qui est une petite fille, dont la tante, la grand-mère, la mère sont des bergères guerrières. Et donc il y a toute cette attente et tous les espoirs fondés sur Molly, qui est la prochaine génération. Mais de son côté, à Molly, il y a toute cette question d'appréhension. Donc c'est vraiment un livre, les illustrations, elles sont sublimes, toutes colorées, c'est très très doux. Et puis bon, je vais juste citer la grand-mère de Molly, Maria, parce que on a un personnage qui s'appelle Liam, c'est le meilleur copain de Molly, mais lui, il a juste un chien, il n'a pas le droit d'avoir un bouc puisque c'est un garçon. Et puis, comme dirait Maria, c'est pas en montant en chien qu'on va devenir une bergère guerrière. Mais non, évidemment. Mais c'est vraiment tout plein de bienveillance, c'est vraiment l'importance de l'amitié, et qu'au final, le courage, c'est peut-être d'accepter d'être accompagné. D'accord, ok. Et donc, vous avez une troisième suggestion. C'est la folle et incroyable aventure du chevalier Léon. Léon, il a toute sa vie voulu être un chevalier. Il a voulu sauver des princesses. Il s'est entraîné pour ça. Sauf que la seule princesse qu'il va rencontrer, elle n'attend pas du tout d'être sauvée. Non. Elle se débrouille très bien toute seule. Et donc c'est toute cette question d'accepter que parfois on n'a pas besoin, on nous attend pas, et qu'il faut pouvoir être bienveillant avec l'autre, accepter comment fonctionne l'autre, et vraiment les trois albums, ils ont vraiment en commun des illustrations très douces, avec des choses qu'on peut raconter le soir, mais avec quand même pour les enseignants, une petite dose de réflexion. Une petite dose pédagogique pour les enseignants qui sont, que j'ai trouvé très appréciables. Et moi, je voudrais profiter de l'occasion que j'ai pour mentionner la sortie récente, c'est sorti le 5 mars, de Chevalier Chouette et Petite Oiselle de Christopher Denise. C'est chez Kaléidoscope, et ça, c'est très, très hâte de lire. Qu'on a vraiment hâte de lire ça. C'est ça. Alors, les auditeurs, Élodie, vont pouvoir trouver sur le site de l'émission tous les liens vers les titres mentionnés. Donc, ça nous amène sur le site leslibraires.ca. Au grand plaisir de vous retrouver. Merci pour ces suggestions. Avec plaisir, Marie. Dans les coulisses du livre, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui font les livres jeunesse. Je reçois maintenant avec grand plaisir 2 créateurs, l'écrivaine et aviatrice Katia Canciani et l'illustrateur, auteur et artiste peintre Félix Girard. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bienvenue à Imagez-moi à voix haute. On va replacer les auditeurs en contexte. Nous, on s'est rencontrés au Salon du Livre de Montréal en novembre 2023. Vous étiez tous les deux ensemble au kiosque de la maison d'édition de Lisatis pour une session de dédicace de l'album documentaire qui raconte l'histoire de Clément Adair, l'homme qui voulait voler, qui venait de sortir, que vous signez, Katia, et dont vous avez fait les illustrations, Félix. C'est là que je vous ai invités tous les deux. Et là, on se rencontre enfin, finalement. Je vais mentionner d'abord quelques détails à propos de vos carrières respectives et des autres collaborations littéraires qui vous ont réunis. Katia, vous êtes née à Montréal d'une mère bretonne et d'un père gascon qui se sont rencontrés à l'Expo 67. Ça, c'est plein de nostalgie. Et ils se sont établis à Blainville. C'est à l'âge de 14 ans que vous avez découvert l'aviation. Vous avez joint les Cadets de l'air. Vous avez fait des études en sciences pures et appliquées, puis au Centre québécois de formation aéronautique à Chicoutimi. Vous avez obtenu votre licence de pilote professionnel et vous êtes devenue la première femme diplômée dans la spécialisation brousse. Ouais. Chaque fois que je le dis,
Et ça m'impressionne, vraiment. Vous avez enseigné le vol et la voltige, fait une pause enfant-famille, cofondé une école de pilotage, intégré le ministère des Transports du Canada à la division des plans d'urgence et de contingence de l'aviation civile, et vous avez mis sur pied le Bureau d'information sur les zones de conflit que vous dirigez actuellement. Votre travail vous a amené en Belgique pendant 2 ans. Parallèlement, depuis les 20 dernières années, vous menez une carrière d'écrivaine, particulièrement pour la jeunesse, et vous avez publié une 50aine d'ouvrages. Vous vivez maintenant dans la région de la capitale fédérale, et c'est là qu'on vous joint virtuellement aujourd'hui. Moi, je voudrais vous demander comment vous faites. Est-ce que vous dormez la nuit? Mais bon, ça, c'est personnel. Comment l'écriture a-t-elle fait la place dans votre vie, Katia Canfiani? Et c'est sûr que maintenant, elle prend une bonne place aussi, là, même si j'ai un travail à Transport Canada. Mais en fait, l'écriture, pour moi, là, ça a commencé quand j'étais petite. J'étais vraiment une insatiable correspondante. Là. Je correspondais par lettre avec pratiquement tout le monde qui avait une adresse postale, ma famille en France, de la famille éloignée aux États-Unis, avec mes amis d'école, avec mes amis des cadets de l'air. En fait, en 1985, je me souviens que j'ai même fait une demande de correspondant international. C'était tellement pas suffisant pour moi. J'ai fait une demande de correspondant international via un organisme là, qui mettait dans le temps en contact des jeunes. Et puis, de cette correspondance-là est née une amitié qui dure encore. J'étais en Australie pour rencontrer mon ami et sa famille en septembre dernier. Donc, ça vous donne une idée. Donc, j'écrivais aussi dans mon journal. Puis, par la suite, à l'adolescence, j'ai commencé à écrire de la poésie. Donc, je suis tombée dans la poésie. J'ai toujours continué d'écrire, mais pour moi, qui venais d'une famille d'ouvriers, ça semblait pas un rêve atteignable de penser écrire des livres, même si c'était quelque chose dont je rêvais. Et seulement à l'âge de 33 ans où vraiment, là, je me suis permis, où j'ai accepté ce rêve-là que j'avais et je me suis dit, allez, je me lance, j'écris. Et c'est comme ça que ça a commencé pour moi il y a plus de 20 ans. Donc, roman jeunesse, album maintenant. Pour notre plus grand plaisir. Vraiment. Merci. Félix, vous êtes né, vous, dans la région de la capitale nationale, donc on est d'une capitale à l'autre, dans une famille d'artisans peintres, d'artistes peintres. Ce qui a teinté, vous excuserez le jeu de mots, ça a teinté rapidement votre rapport à la peinture et à l'illustration. Vous avez étudié dans une école internationale au secondaire et vous êtes titulaire d'un DEC en sciences, lettres et arts du Cégep de Sainte-Foy. À l'âge de 18 ans, vous avez eu la chance de voyager et de peindre en Europe grâce à un mécène québécois. Moi, je suis curieuse. Comment ça s'est passé, cette période particulière de votre jeunesse? C'était effectivement une période très spéciale. Dans le fond, c'est que moi, j'avais le désir là, de partir en Europe là, pendant 1 an. Puis quelqu'un, un ami de la famille là, qui avait un peu de sous, puis qui a vu mon travail, puis qui m'a, dans le fond, il a décidé de m'encourager, puis de m'offrir un genre de contrat, en fait, où moi, j'avais 2 peintures par mois à faire pour lui, avec énormément de liberté. Puis moi, ça me permettait, dans le fond, de voyager à l'endroit qui me tentait le plus. Donc, c'est ça, en gros, je suis parti avec mon sac à dos. Je suis arrivé en France à 18 ans, puis là, je me suis mis à me promener un petit peu de ville en ville, comme ça, jusqu'à temps que j'arrive à Lyon. Puis, c'est d'y installer mon atelier là, pour être capable de travailler sur les peintures que j'avais durant cette année-là. C'est un rêve! Oui, vraiment, non, c'est ça. C'est assez exceptionnel comme opportunité. Moi, dans le fond, ça m'a permis pour la première fois de ma vie là, de me concentrer à temps plein sur mon travail de peintre là, que j'avais déjà commencé, mais de façon, disons, plus amateur là, dans mes temps libres. C'est formidable! Oui, en étant sur place, c'est ça. Moi, j'ai toujours eu un profil très autodidacte. Là. J'ai toujours appris beaucoup en regardant le travail des autres, en m'inspirant de choses que je voyais. Donc là, moi, quand j'étais dans mon atelier, je travaillais quand même beaucoup. Et aussitôt que j'avais un petit peu de temps, mais là, je partais, j'allais à l'aventure, j'allais dans un nouveau pays. C'est facile de voyager en Europe, donc ça, je prenais le train ou l'avion. Ouais.
voir des musées, j'allais voir les grands maîtres dans les différents musées. Puis là, bien sûr, je revenais avec la tête pleine d'inspiration, c'est ça. Et quand vous êtes revenu d'Europe, vous avez entrepris des études universitaires en architecture et obtenu votre diplôme de bac de l'Université Laval. Mais ça s'est pas passé sans obstacle, hein? Ça s'est pas passé sur une ligne droite. C'est à ce moment-là que vous avez décidé de vous consacrer à vos contrats d'illustration. Est-ce que vous voulez me parler de ce moment charnière de votre vie? Ben oui, c'est ça. Moi, dans le fond, j'avais pendant les voyages en Europe, là, j'avais développé un intérêt pour l'architecture. Donc, c'est un peu pour ça là, que j'avais décidé d'aller en architecture plutôt qu'en art. J'hésitais beaucoup, en fait, entre les deux. Mm-hmm. Puis, c'est ça, j'étais attiré à ce moment-là. Après une année à faire un peu, ça, mais seulement mes propres choses, là, ben, je pense que j'avais un peu besoin de structure. Là. Je voulais, j'étais attiré par un peu la combinaison entre le côté très créatif, mais qui était en même temps au service d'une fonction, là, ce qu'on retrouve en architecture. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller faire mon bac en architecture, que j'ai complété, au fond, en Finlande, là, au bout de 3 ans. Oui. Mais c'est ça, à ce moment-là, ben là, pour toutes sortes de raisons, en fait, là, il y a eu la maladie, c'est ça, j'ai eu des gros défis à ce moment-là, puis ça m'a remis en question de toutes sortes de façons, puis là, j'ai réalisé que, dans le fond, ce que je voulais faire dans la vie, c'était de la peinture, de l'illustration. Puis c'est à partir de ce moment-là où j'ai décidé que je ferais ça de ma vie, et puis je fais ça à temps plein depuis ce moment-là. Pour notre plus grand plaisir aussi. Alors, vous vivez maintenant à Limoilou. C'est là, d'ailleurs, qu'on vous rejoint virtuellement aujourd'hui. Vous vivez avec votre famille dans une maison unifamiliale pourvue d'un atelier qui vous permet de travailler de chez vous à vos projets comme artiste peintre indépendant. Ça vous permet de participer à des expositions ici, ailleurs dans le monde. Divers projets à titre d'illustrateur, comme la pochette du DVD de Peigne et de misère de Fred Pellerin, le prix Étincelle du ministère de l'Éducation et les illustrations des canettes de la microbrasserie La Souche, en plus de l'illustration de livres jeunesse depuis une dizaine d'années, notamment 3, en collaboration avec Katia, donc Clément Adair, dont on a parlé tantôt, qui a remporté en 2003 le 35e prix Saint-Exupéry pour le volet francophonie. Bravo. Bravo. Il y a aussi Pique la Lune que vous avez illustré, Félix, que Katia a écrit, une petite biographie d'Antoine de Saint-Exupéry et L'envolée d'Antoine. Puis ce Antoine-là, c'est pas Antoine de Saint-Exupéry, c'est un petit garçon qui est malade, qui rêve de voler. Et les 3 sont publiés chez Isatis. Et sans surprise, ces 3 livres sont écrits par Katia. Ils parlent d'avion, de la volonté de voler et du plaisir qu'on en retire. Est-ce que c'est quelque chose qui vous attire aussi, Félix, ce désir de voler? Oui, c'est drôle parce que je me souviens d'une période au début du secondaire où je m'étais beaucoup intéressé à l'aviation, puis j'avais même regardé pour prendre des cours là, de pilotage. Là. Ah oui? Oui, c'est ça, mais finalement, ça s'est jamais concrétisé. Là. Je pense que je suis passé à autre chose. Puis, moi, je connais quelqu'un qui a déjà donné des cours, en tout cas, que je pourrais vous présenter. Oui, elle est bonne, oui. Elle est bien bonne, hein? Vous avez signé, Félix, aussi les textes de 2 albums. La cabane des 1000, qui a été publié chez ADA, et Le village dans la mer, chez Isatis aussi. Moi, je mentionne parce que je pense que c'est important. C'est la dernière histoire que j'ai lue à Marie Raconte et que l'émission est toujours disponible pour consultation en ligne jusqu'au 24 mars. Vous allez trouver le lien sur le site. Dans ces 2 histoires, l'habitation, la maison, les liens familiaux, c'est des éléments centraux. En quoi ce sont des thèmes qui vous inspirent, Félix? C'est vrai que c'est des sujets de prédilection dans mon travail. Là, le fait d'habiter quelque part, en fait, là, c'est quelque chose qui m'a toujours, qui m'a toujours intéressé. Puis c'est un sujet qui revient beaucoup dans mes peintures personnelles d'ailleurs. Là. Dans le fond, je suis toujours en train de représenter des petites cabanes isolées, soit au milieu de la forêt ou sur des petites îles. Je pense que ça vient un peu d'une sorte de nostalgie de l'enfance. Là, dans la maison où j'ai grandi, c'était comme un peu isolé, comme ça, dans un petit village près de Québec, là, puis je pense que c'est ça, c'est l'idée du lieu sécuritaire, un endroit où on peut s'épanouir, là, c'est ce que j'essaie de représenter beaucoup là, autant dans mon travail, là, c'est ça, de peintre que d'illustrateur, puis même là, c'est ça maintenant que dans les histoires que j'écris, là, c'est ça, c'est sûr que ça revient aussi. Oui, c'est un thème qui est très c'est rassurant. Et vous, Katia, c'est quoi les valeurs essentielles que vous souhaitez partager par vos mots avec les enfants et les jeunes qui vous lisent?
En fait, quand j'écris, je me mets pas en tête de livrer un quelconque message ou de partager des valeurs en soi, mais je crois que ces valeurs-là émergent de moi. Ça émane de moi à travers mon écriture parce que c'est les valeurs qui me guident. Et donc, je dirais probablement le courage, la détermination, l'amitié, l'entraide, l'estime de soi. Quand je regarde mes ouvrages, là, ce que j'ai écrit, j'ai réalisé que c'est ça les valeurs qui s'en dégagent. Même si c'était pas mon but au départ de dire je vais écrire là-dessus, en fait, là, qu'on peut réaliser nos rêves en faisant preuve de courage, de détermination, que l'amitié, la générosité, l'entraide, c'est super important. C'est ça qui nous permet d'aller plus loin. Puis que l'estime de soi, c'est primordial. Puis qu'elle passe souvent par accepter puis mettre en valeur ses différences. Donc, pas l'uniformité, mais plutôt ce qui nous rend unique. Donc, je dirais des valeurs vraiment humanistes. Puis évidemment, un petit brin d'humour, là, ça aide toujours. Là, j'aime. Oui, c'est très présent. Effectivement. Oui, vous êtes tous les deux des créateurs, un créateur, une créatrice. C'est quoi votre manière de travailler préférée pour écrire ou pour illustrer? Quel médium, quelle technique utilisez-vous et quelle place faites-vous au numérique dans votre travail? Félix, d'abord? Moi, de mon côté, je travaille surtout de manière traditionnelle là, avec l'acrylique puis du crayon graphite. Mais de plus en plus, j'intègre quand même le numérique, effectivement, là, dans certaines parties de mon travail. Surtout surtout pour les esquisses, en fait, là, ça me permet de commencer avec des lignes très libres de façon intuitive, puis après ça, de travailler progressivement les compositions, tout ça. Là, donc, mais quand même, pour ce qui est du fini, je préfère le côté là, plus pour les petites imperfections là, que donne l'acrylique et le crayon graphique. D'accord. Et vous, Katia? Mais moi, tout commence toujours par des carnets. Donc, j'ai toujours des carnets sur moi, au moins un carnet. Parfois, il y en a deux. J'ai toujours un carnet, je le traîne et je note mes idées. Et ça commence toujours comme ça, une idée un peu qui passe par la tête, quelque chose que je viens d'entendre, que je viens de voir. Et de ce carnet, en fait, quand j'ai vraiment le temps d'écrire, j'ai vraiment des dizaines de carnets remplis. Je reprends mon carnet et là, quand j'ai le temps, je vais commencer à retravailler une de ces idées-là en histoire. Et donc, mon premier geste, c'est vraiment carnet au départ. Ensuite, le premier jet d'écriture, c'est à la main. Donc, j'ai vraiment un plus gros carnet. C'est un peu à la blague, j'ai des petits carnets, des gros carnets. Donc, là, je commence à écrire mon premier jet à la main dans un carnet. Et ensuite, quand je commence à penser que ça prend forme, je vais à l'ordinateur et c'est là où vraiment je vais faire le retravail, les différentes versions, etc. Donc, pour moi, c'est vraiment, je dirais, c'est toujours comme ça que ça se passe. D'accord. Vous avez tous les deux collaboré avec d'autres, Katia avec d'autres illustratrices, Félix avec d'autres auteurs, autrices pour illustrer leurs textes. Dans votre cas particulier, tous les deux, la chimie entre les mots de Katia, les images de Félix a manifestement opéré dans vos 3 albums. Qu'est-ce que vous avez envie de souligner à propos du travail de l'autre? Donc, Katia, d'abord, peut-être à propos du travail de Félix? Oui, en fait, moi, j'ai une anecdote super touchante pour moi, en tous les cas, c'est que quand j'ai écrit L'Envolée d'Antoine, c'est un texte assez émouvant, je dirais, parce que ça met en scène un enfant malade. Moi, je voulais vraiment mettre en scène l'idée de voler, le courage que ça prend. Puis en fait, pour moi, l'enfant malade, oui, était là, mais c'était pas aussi important que ça. C'était vraiment le rêve de tous de voler. Oui. Puis quand ça a été retenu par les éditions Lisatis, par Angèle Delaunay, elle m'a demandé qui je souhaitais avoir comme illustrateur. Et j'avais déjà fait affaire avec d'autres illustrateurs pour d'autres titres. Puis, je ne sais pas pourquoi, celui-là, je me suis dit, je vais aller voir sur le site de l'Association des illustrateurs et illustratrices du Québec et pour me donner d'autres idées, pour voir. Et là, je suis tombée, en quelque sorte, vraiment là, amoureuse du travail de Félix. J'ai vu le travail de Félix et je me suis dit, c'est lui que je veux. Puis je me souviens encore d'avoir appelé Angèle et lui avoir dit, Angèle, c'est vraiment ce Félix-là que je veux, cette personne-là que je veux. Et là, elle m'a dit, écoute, elle est allée faire de recherche, elle m'est revenue, elle m'a dit, écoute, il fait pas d'album, tu sais, il fait pas de livre jeunesse, Katia, je pense que tu devrais prendre quelqu'un d'autre. Puis je sais pas pourquoi, pour moi, c'était comme, non,
j'ai dit, c'est vraiment lui que je veux. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est Félix Girard que je veux. Et donc, ça a été comme en quelque sorte un arrimage très organique. Là, pour moi, c'était comme, j'ai senti qu'il y avait une émotion qui ressortait de ces illustrations que j'avais besoin dans mon écriture. Et ça a été comme ça qu'on a été mis en contact la première fois. Et ça a réussi à marcher, en tout cas. Hein? Et Félix, qu'est-ce que vous voudriez dire du travail de Katia? Ben, Katia, c'est vraiment toujours un bonheur quand je reçois ces textes-là. C'est grâce à elle, finalement, que je fais de l'illustration jeunesse. Oui. Pour ça. Mais je pense qu'on a comme un peu la même vision poétique du monde, puis on fait à l'équipe. Moi, j'apprécie le dynamisme là, dans ces textes-là. C'est toujours vraiment facile, en fait, là, de travailler de ces histoires. J'adore ça. Parfait, ça. Et je vous mets au défi tous les deux. Il nous reste 1 minute, puis je vous propose cette tradition. À Images et mots, on demande aux invités de nous proposer un de leurs coups de cœur littéraire jeunesse. Est-ce que vous avez une suggestion pour nous, Félix? Moi, j'aime beaucoup le livre Matthew Forsythe, là, que j'ai découvert quand même récemment, là, qui est un illustrateur qui, je pense, qui habite à Montréal. J'aime beaucoup ses illustrations chaleureuses, son univers, tout ça. Donc, je lis souvent ça avec mes enfants. Mina de Matthew Forsythe et Katia. Pour moi, dans la dernière année, là, c'est définitivement le roman jeunesse Semer des soleils dans des poulains, qui vient de recevoir le prix des libraires. Donc, je suis tellement contente pour elle. Oui. C'est un roman qui aborde l'impuissance ressentie face à la guerre, l'incompréhension des enfants, l'impuissance des grands. C'est malheureusement extrêmement toujours d'actualité. Tout à fait. Et on en a bien besoin. Et c'est illustré par Enzo. Je vous remercie vraiment, vous deux, pour cette rencontre. Merci pour les mondes que vous proposez aux enfants, pour l'aventure, pour l'imaginaire, l'espoir, l'humour et la beauté. On le dit là, on le répète, on en a vraiment besoin. Au plaisir, Katia Cantiani et Félix Girard. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Je m'appelle Cyrine, j'ai 8 ans. J'aime me faire lire des histoires parce que ça me donne de l'imagination dans mes bricolages. Bonjour, je m'appelle Sénaï, j'ai 8 ans. J'aime lire des livres qui informent parce que j'aime l'information. Je m'appelle Sébastien, j'ai 8 ans et j'aime les mangas parce qu'il y a beaucoup d'action. Restez avec nous. Après cette courte pause, à Dis-moi ce que tu lis, je reçois Luc Lapierre et on parle avec lui de son expérience de bénévole lecteur pour l'organisme Lire et faire lire. Paul Martin, l'auteur et illustrateur, livre la chronique Tribune littéraire de grandes personnes à propos de la simplicité en littérature jeunesse et il y aura des actualités littéraires. À tout de suite. Bienvenue à cette seconde partie d'Images et mots à voix haute. Dis-moi ce que tu lis. Dis-moi ce que tu lis, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui œuvrent tout autour du monde de la littérature jeunesse, de même que des adultes et des enfants qui la lisent. Aujourd'hui, on rencontre un adulte qui lit aux petits, Luc Lapierre, qui est l'un des bénévoles lecteurs de l'organisme Lire et faire lire. Bonjour, Luc. Bonjour Marie. Bienvenue à Images et mots à voix haute. On va expliquer d'abord ce que c'est cet organisme Lire et faire lire, Luc. Qu'est-ce que c'est Lire et faire lire? En fait, c'est une initiative bénévole de faire aimer les livres aux enfants dès le bas âge, ou dès, si vous voulez, l'âge scolaire ou préscolaire, là, pour les amener à intégrer dans leur vie, dans leur quotidien, le réflexe, peut-être moins d'aller devant des écrans,
et d'aller plus devant le livre. Et le livre, moi, quand je dis livre, j'aime à parler du livre matériel, le livre physique, là, si vous voulez. Oui, le format livre, oui. Oui, qui est toujours, évidemment, le format dans lequel on travaille, les bénévoles. Alors, l'important dans la démarche, bien sûr, il y a l'aspect bénévole, mais il y a, c'est la notion de jeu. Ça doit être ludique. Ça n'est pas une tâche, une consigne, une corvée additionnelle qu'on veut donner à l'enfant dans sa journée. C'est au contraire là, l'amener à considérer le livre justement comme un jeu. Et le plaisir qu'on en retire aussi, hein, c'est ça. Qui devient même un plaisir, le plaisir de jouer, tiens. Oui, alors, et je complète l'information en disant que c'est un programme intergénérationnel en lecture, actif au Québec, mais ça a été débuté en France par notamment Alexandre Jardin. Et dans ce programme-là, c'est simple, comme bonjour, une fois par semaine, des bénévoles lecteurs de 50 ans et plus rencontrent des petits groupes de 2 à 5 enfants qui ont 4 à 8 ans pour leur faire la lecture. Et vous êtes un de ces bénévoles lecteurs. Depuis combien de temps? C'est relativement récent pour moi, ça fait quelques mois. Ça fait quelque chose comme à peu près 6 mois, si vous voulez. Et dès la première journée ou la première expérience que j'ai pu en faire, ça a été un coup de foudre d'entrer en contact comme ça avec la candeur, la spontanéité, les regards des petits, des enfants, voilà. Et qu'est-ce qui vous a donné le goût de vous impliquer? Moi, personnellement, c'est en voyant un documentaire général sur lire, qui s'appelait Lire et faire lire, d'une journaliste qui s'appelle Claudia Larochelle. Claudia Larochelle, merci. Lire pour vivre, oui, c'est ça. Oui. Voilà, et qui m'a vraiment fait accrocher à vouloir à tout le moins tenter l'expérience. Dans mon cas, ça venait aussi s'installer à l'autre bout du spectre d'un autre bénévolat que je fais, qui est d'être bénévole aux soins palliatifs. Oh mon Dieu, c'est complètement différent. Avec des personnes en fin de vie. Oui. Mais dans les deux cas, et c'est là que pour moi, il y a toute la pertinence de vivre ça, c'est on est dans le vrai. Et il n'y a pas de détour, il n'y a pas de... On va vraiment à l'essentiel des préoccupations. Et dans le cas des enfants, on est en contact directement avec leur spontanéité, leur candeur, et il n'y a pas d'artifice, si vous voulez. Non, effectivement, on est dans le vrai. Avec les petits, on est toujours dans le vrai. Je voudrais que vous nous racontiez comment ça se passe, vos rencontres, vos lectures avec les petits. C'est qui, combien d'enfants, ils ont quel âge, ça se passe où, à quelle fréquence, combien de rencontres, combien de temps ça dure? Dans mon cas, je vais toujours à la même école, qui est une école dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Ouais. Et c'est toujours dans le même local d'une enseignante qui nous reçoit une douzaine de bénévoles à peu près par semaine. Et là, elle subdivise sa classe en tout petits groupes. Et généralement, moi, j'ai toujours les mêmes 3 enfants avec moi. Il peut arriver d'une semaine à l'autre que l'absence de bénévoles ou d'autres situations font que j'ai 1 ou 2 enfants de plus. Ouais. Mais l'idée est que d'une semaine à l'autre, vous avez le temps de développer un lien, un rapport avec les mêmes enfants. Tout à fait. Et dans ce sens-là, ça devient d'une semaine à l'autre toujours plus facile de reprendre le fil avec eux. Et souvent, une histoire qui n'est pas terminée la semaine précédente, on va tout de suite me dire, il faut finir l'histoire de la semaine dernière. Oui. Et ça me dit que les enfants ont accroché, ont apprécié ou ont aimé l'histoire. Et c'est encourageant aussi de ce point de vue-là. Et dans mon cas, c'est donc des enfants de
maternelle avec qui j'ai affaire de 4 ou 5 ans. D'autres de mes collègues sont avec des enfants de première année. Ça va jusqu'à, je pense, 8 ans, comme vous avez dit. Deuxième, moi. Maternelle, première, voilà. Deuxième, c'est ça. Alors, c'est sûr que d'une année à l'autre, il y a des nuances, il y a des différences. Et j'aime bien dire que je n'ai pas encore gradué en première année. Et donc, si vous dites que vous avez peut-être pas eu le temps de terminer un livre, ça veut dire que la période est d'une durée fixe. Oui, c'est dans le cas des maternelles, c'est une demi-heure. OK. Et ça peut aller jusqu'à 3/4 d'heure pour les enfants de première année. Mm-hmm. Et encore là, on tient compte de l'âge de l'enfant dans la démarche. Et moi, j'ai quand même, en moyenne, je vais traverser 2 ou 3 histoires par rencontre, mais vous n'avez pas le temps de voir passer, mais ça tient compte de la capacité d'attention de l'enfant aussi. Mm-hmm. Souvent, pendant l'histoire, un d'entre eux va se lever, va se mettre à bouger, mais ce qui ne l'empêche pas nécessairement d'écouter l'histoire, mais ça démontre bien là, qu'on doit quand même tenir compte qu'on est avec des jeunes enfants. Et encore là, il y a toute la notion de jeu. Là. Alors, il faut être... faut s'adapter ou être flexible, si vous voulez. C'est ça, il faut être ouvert. Là. Oui, absolument. Et vous dites, vous arrivez avec 2-3 livres. Comment vous faites ce choix de livres? On nous en propose. La coordonnatrice des bénévoles ou d'autres bénévoles et qui vont elles-mêmes, dans leur bibliothèque respective, faire des choix de livres, vont passer le message que tel ou tel livre peut être intéressant. Mais au moment de la formation, on nous a remis une espèce de liste de différents livres, que ce soit des contes, de la poésie, des choses comme ça, qui représentent un peu une banque potentielle de livres. Mais j'avoue personnellement que quand je vais à la bibliothèque de mon arrondissement, je m'en tiens à la banque de livres qui est sur place, et puis sont quand même classés par groupe d'âge. Ouais. Alors c'est relativement facile, éventuellement, là, de faire le choix des livres pour la prochaine rencontre, si vous voulez. Oui, donc vous avez parlé de formation. Ce programme-là vient avec de la formation pour les bénévoles. Oui, une formation. En fait, on a eu une rencontre de sensibilisation. À partir du moment où vous vous inscrivez, il y a cette rencontre qui est prévue où là, on vous présente la liste, on vous explique la démarche, la notion la notion de jeu plutôt que la notion didactique, etc. Et puis, je vous dirais que c'est relativement simple comme formation, mais nécessaire, je dirais, pour bien entrer dans l'esprit de la lecture aux enfants. Oui. Qu'est-ce que ça prend ou qu'est-ce que vous diriez que ça prend comme prérequis pour devenir bénévole auprès de Lire et faire lire? D'abord, dans un premier temps, je vous dirais rapidement là, que avant de lire une histoire aux enfants, il faut que j'aime le livre. Ben oui. Faut que j'aie le goût du livre que j'ai devant moi. Ouais. C'est pour ça que je prends quand même le temps de bien les choisir. Puis ce que ça prend, écoutez, c'est simplement je vous dirais, ça fait appel à une certaine intelligence émotionnelle qui vous demande d'être sensible à la sensibilité de l'enfant en général. Ouais. Et à sa capacité, encore une fois, de s'émerveiller, de poser des questions, de voir son imaginaire se déployer devant vous. Ouais. Au fur et à mesure de vous raconter l'histoire, ou souvent de vouloir aller au-devant du récit pour deviner la suite. Ça suppose cette sensibilité-là, je dirais. C'est une question de sensibilité d'abord. D'abord, puis il faut avoir du plaisir avec les enfants. Honnêtement, c'est clairement. Ça, c'est la base, hein? Oui. On ne peut pas transmettre le plaisir de lire ou des livres si on n'est pas soi-même accro à ça. Non, effectivement. Je me souviens quand on s'est parlé au téléphone en pré-entrevue, Monsieur Lapierre, vous m'avez cité, et j'ai mal cité le nom de la personne qui a écrit ça ou qui a dit ça. C'était comme une motivation pour vous de faire comprendre aux enfants qu'un livre, c'est comme un ami. Oui, je sais pas, je suis pas sûr que je vous ai donné un auteur, j'ai plutôt, je pense que c'est moi je l'ai inventé pour moi-même. Ah oui, c'est bon, parfait ça. Et je la reprends régulièrement. Oui.
les enfants, que ce soit en début de rencontre ou en fin de rencontre, souvenez-vous les enfants, qu'est-ce qu'on s'est déjà dit? Un livre, c'est comme un ami. Oui. Et souvent, ils complètent, bien sûr, la phrase. C'est l'idée, encore une fois, de faire rentrer le concept dans leur quotidien. Et parce que je pense que c'est ce qui résume toute la démarche, encore une fois. C'est tellement vrai. On n'est jamais seul avec un... exactement, c'est ça. Je leur dis souvent, une journée, vous ennuyez, vous n'avez pas d'amis, faites pas beau à l'extérieur. D'avoir un livre à côté de soi, ça peut être... C'est comme avoir son toutou dans son lit à un moment donné. C'est très réconfortant. On est accompagné aussi. Oui. Puis qu'est-ce que ça vous apporte à vous, cette implication auprès des petits? Parce qu'on a parlé de ce que ça apporte aux enfants, mais qu'est-ce que ça vous apporte à vous? Ça fait pas. Quand on est vieillissant... On est vénérable, comme l'âge qu'on a. Ça aide à donner un sens et ça fait plaisir de voir qu'on fait plaisir et je pense que c'est aussi simple que ça. On a le sentiment, en tout cas, de contribuer quelque chose à la hauteur de ce qu'on est et c'est presque un rapport de personne à personne. Alors on voit le résultat est devant nous. Mm-hmm. C'est un peu comme quand je rencontre les patients en soins palliatifs, vous voyez le plaisir qu'ils ont à vous parler, à vous rencontrer et à ventiler quand ils en ont le besoin. Alors ça va un peu dans le même sens. Vous l'avez mentionné, effectivement, vous vous impliquez à ces deux bouts du spectre. Oui. Pourquoi... De quelle façon c'est important pour vous de vous impliquer comme bénévole? Parce que vous le faites de plusieurs façons. Oui, en fait, encore une fois, ça s'inscrit de façon générale dans la quête de sens et dans la pertinence après avoir été sur le marché du travail pendant X années, disons, de retrouver une nouvelle énergie, un deuxième souffle pour continuer d'avancer justement et de s'enrichir en même temps de l'expérience vécue. Puis, ayant été journaliste dans le passé, c'est une manière pour moi de rester sur le terrain en étant directement auprès de l'enfant ou du patient. Je suis allé devant moi. Je raconte une histoire où il me raconte son histoire et ça s'inscrit un peu dans la même démarche. Oui, puis vous restez près des gens. Ça, c'est important aussi, hein? Oui, ça, c'est d'avoir le sentiment de voir ce qui se passe, d'être en mesure de l'apprécier ou de l'évaluer adéquatement. C'est d'avoir une espèce de rapport direct avec la réalité. Oui. Puis je reviens à lire et faire lire. On a parlé de la durée de vos rencontres, de l'âge des enfants avec qui vous vous impliquez. Quand vous commencez, ça dure combien de semaines? Parce que c'est chaque semaine les rencontres. Ça dure combien de semaines? J'y vais de mémoire. Là, je pense que c'est environ... Deux séquences de 8 semaines, une à l'automne, une au printemps. OK. Et évidemment, quand il y a, comme cette semaine de relâche, il n'y a pas de rencontre, c'est remis à la semaine prochaine et ça sera décalé d'une semaine additionnelle en bout de piste. Oui. Mais, je vous dirais que c'est environ en deux séries d'environ 8 semaines là, qui sur l'année scolaire. Sur l'année scolaire, absolument. Donc, effectivement, c'est pas pour quelqu'un qui veut s'impliquer, on n'est pas pris à la gorge. Là, non, c'est ça. C'est aussi le beau côté de la chose, si vous voulez. Ouais. Il y a l'aspect, bien sûr, d'aller chercher les livres, de choisir les livres et tout, mais ça fait partie du plaisir de la démarche, évidemment. Tout à fait. Bien, je vous remercie beaucoup, beaucoup, Luc Lapierre, pour cette rencontre. Merci pour le plaisir que vous procurez généreusement aux petits en leur proposant du temps, des moments magiques autour des livres. C'est très, très précieux. Au grand plaisir. Et puis, continuez sur cette belle lancée. Vraiment, c'est vraiment très important ce que vous faites. J'y compte bien. Je vous remercie beaucoup, Marie. Merci. Tribune littéraire de grandes personnes. Tout au long de la saison, des gens du monde littéraire assurent tour à tour cette chronique et partagent avec nous un coup de cœur, un livre jeunesse ou un genre qui les a marqués. Aujourd'hui, c'est l'auteur et illustrateur Paul Martin qui investit cette tribune littéraire. Bonjour, Paul.
Bonjour Marie. Je vous présente rapidement Paul avant de vous céder le micro. Vous êtes auteur jeunesse, illustrateur et designer graphique. Vous avez aussi travaillé comme designer d'exposition, d'un magazine de cinéma. Vous avez créé de nombreuses affiches de cinéma et d'événements. Et enfin, œuvré en tant que directeur artistique d'un organisme de transport collectif dans le Grand Montréal, avant de vous consacrer à la littérature jeunesse. Pour l'anecdote, vous avez un homonyme en France, auteur de livres pour la jeunesse. Exactement. Et qui est aussi scénariste de bande dessinée. C'est assez fascinant. Vous créez des histoires et des personnages qui s'inspirent entre autres des gens que vous aimez, d'objets qui vous sont chers, de lieux signifiants de votre passé et même du cosmos. Les grandes émotions de l'enfance vous inspirent particulièrement. Vous travaillez avec une économie de détails et de mots, tant dans vos textes que dans vos dessins, et c'est un plaisir de vous confier cette tribune littéraire. Paul, on vous écoute. Merci. Vous n'êtes pas trompé de Paul Martin. C'est très bien. Ça m'est déjà arrivé. Alors, merci beaucoup, Marie, pour l'invitation puis de m'inviter ici en studio. Alors, je commence ma chronique comme ça avec une citation de l'architecte moderne Mies van der Rohe, qui est très importante pour moi depuis toujours. Less is more. Plus c'est moins, qu'on pourrait dire. Dans mon travail d'auteur et d'illustrateur jeunesse, comme pour bien des auteurs jeunesse, la simplicité est centrale. C'est cette recherche de simplicité dans le texte et dans l'illustration qui m'a donné, depuis que je suis tout petit, le goût, l'impulsion de créer. Vous savez, enfant, je n'étais pas très différent des enfants que je rencontre aujourd'hui lorsque je fais des animations dans les écoles. Parce que, tu sais, à part des BD, je lisais pas beaucoup. Je voulais des textes courts, faciles à lire, accompagnés d'images simples et que je pouvais comprendre d'un coup. C'est pour ça que je veux faire des albums simples qui font dire à l'enfant, aujourd'hui, j'ai réussi à lire un livre au complet. Moi, t'es capable. Oui, je suis capable. Aussi, pour moi, en peu de mots, avec des illustrations simples, dénudées, on laisse la place à l'imagination de l'enfant. Avec très peu, on peut dire beaucoup. On peut parler de choses essentielles, aborder des sujets complexes, parfois difficiles. Pourquoi je veux écrire des textes simples? Parce que je ne suis pas un littéraire à la base et j'écris de manière intuitive. Jeune, je lisais pas beaucoup, je l'ai dit, mais j'écoutais de la musique. J'étais fasciné par comment, en 3 minutes, une chanson pouvait raconter une histoire. C'est d'ailleurs à la manière d'une chanson simple que j'ai écrit « Je ne te vois plus » il y a quelques années, publié aux 400 coups. Oui. Ça parle de deuil, de l'absence. C'est un album recommandé d'ailleurs par les psychologues pour parler du deuil aux jeunes enfants encore aujourd'hui. Voici 3 auteurs et illustrateurs qui m'ont inspiré et qui ont réussi la simplicité. Je pense d'abord à Sampé Goscinny avec la série Le Petit Nicolas, des histoires qui parlent d'amitié et de l'enfant qui a son monde bien à lui. Il y a aussi Schultz et son Charlie Brown. Pendant 50 ans, il a développé un univers cohérent, d'une grande simplicité. On y trouve un dessin épuré, des situations, des personnages concrets et des histoires très courtes qui parlent de sujets très complexes, des conflits intérieurs, d'échecs, de doutes, d'insécurité, puis dedans, il y a Snoopy qui est une fenêtre ouverte sur l'imaginaire. Ça fait que quand j'étais petit, que je lisais Charlie Brown, moi, je me disais naïvement, hey, ça a l'air facile, ça, je peux faire ça, moi aussi. C'est ça qui m'a donné le goût à 11 ans de dessiner et d'écrire des histoires. Ouais, je me suis rendu compte, évidemment, que c'est compliqué de faire quelque chose qui a l'air facile à faire. Alors, il faut épurer, simplifier. Pour ça, il n'y a pas 36 solutions. J'écris, je réécris, je dessine, je redessine jusqu'à ce que je sois content du résultat. Ça m'a inspiré d'ailleurs mes 2 premiers albums, Jules sur la Lune et La Maison de Jules, publiés chez Bayard, et ma nouvelle série, Lanzello, Le Lapin comme les autres, pas comme les autres, chez Édito, publié chez Édito. Quelques suggestions d'albums que j'aime parce qu'ils sont terriblement simples et terriblement efficaces. The Missing Piece de Shel Silverstein, qui date des années 60. Un classique aussi, Cacaboudin de Stephanie Blake, qui parle de l'affirmation de soi et de liberté chez l'enfant. Et j'adore la simplicité de Peter le chat debout de Nadine Robert et Jean Julien, une belle facture graphique. Je suis aussi un grand fan de Bénédicte Guettier et sa série Inspecteur Lapou. Et bien sûr, il y a Mario Ramos, c'est moi le plus fort. Tout le monde connaît ça. Et le maître du bref, pour moi, du simple, c'est Serge Bloch. Serge à qui on doit Sam Sam, Max et Lily, etc. Puis un petit bijou de simplicité, une découverte récente, une histoire qui parle des migrants, c'est un sujet d'actualité, qui s'appelle La valise de Suitcase, de l'auteur et illustrateur anglais Chris Nailo Ballesteros, si je l'aurais dit comme il faut. Alors, lisez ça, c'est un bijou.
Mais ne vous y méprenez pas. J'admire les auteurs et illustrateurs qui font des choses fouillées, complexes, détaillées. Mais des fois, j'imagine l'enfant accoudé à son pupitre qui voit ça et qui dit « Je serais jamais capable de faire ça, moi. » En tout cas, moi, ce que je veux faire, je veux pas que mes albums soient intimidants et décourageants pour l'enfant qui commence à dessiner ou à écrire. Avec mes albums, j'ai envie de donner aux enfants le goût d'écrire, de dessiner. Je veux qu'ils disent « Hey, ça a l'air facile, ça, moi aussi, je peux faire ça. » Et je pense que ça marche. Je pense que ça fonctionne tout à fait dans vos livres. Je vous remercie, Paul Martin. On va trouver tous les liens vers les nombreux ouvrages que vous avez mentionnés. Merci, Paul Martin, d'avoir accepté notre invitation. Au grand plaisir. Merci, Marie, et au plaisir. Les actuels littéraires. D'autres idées de lecture et de sorties littéraires, sur le site de l'émission, on vous met tous les liens vers les événements et activités mentionnés. Dimanche prochain, le 23 mars, à Marie raconte, je lis Une maison pour Léon de Léo Timers, des éditions Cambourakis. Le chat Léon ne sort jamais de chez lui, sauf parfois sur le toit pour jouer avec le papillon Vera. Mais un jour, Vera l'entraîne plus loin que d'habitude et Léon est désorienté dans ces rues où il n'a jamais mis les pattes. Comment va-t-il faire pour retrouver sa maison? On en écoute un extrait. Léon lappe un peu d'eau au sol qui s'échappe de la borne fontaine, formant une flaque. « J'ai perdu ma maison, pense Léon, pour toujours. » Léon regarde autour de lui. Il voit d'autres maisons. Des petites maisons. Une histoire d'amitié et d'aventure qui nous fait réfléchir sur le rapport entre animaux domestiques et ceux qui vivent dans les rues et sur la place accordée aux animaux dans les villes. Du 20 au 23 mars se tiendra le 3e Salon du livre des francophonies du Niagara à l'espace de l'École des beaux-arts Marilyn A. Walker à l'Université Brock à St. Catharines. Vous trouverez le lien sur notre site et pour un supplément d'informations, celui de l'Association des auteurs et auteures de l'Ontario français, l'AAOF. Du 27 au 30 mars, ce sera le 37e Salon du livre de Trois-Rivières à l'hôtel Delta de Trois-Rivières. À surveiller les prix Illustration Jeunesse et BD Jeunesse. D'abord, 2 prix sont accordés à des illustrateurs et illustratrices de livres jeunesse dans les catégories Album et Petit roman. Dans la catégorie Album, le jury a sélectionné les 3 finalistes suivants. L'Arbre de Lily, illustré par Marie-Louise Gay et paru chez Dominique et compagnie. Croquis, illustré par Jacques Goldstein et paru aux éditions de La Pastèque. Et Hugo, illustré par Catherine Braun-Grenier et paru chez Fonfon. Dans la catégorie Petit roman illustré, 2 œuvres particulièrement marquantes ont retenu l'attention. Elvis SSE et son Garage Band, illustré par je ne sais jamais comment prononcer son nom, Pischier, P-I-S-H-I-E-R, est paru chez La Bagnole. Et Sommet des soleils, illustré par Enzo et paru à La Courte Échelle. Les 3 finalistes des prix BD Jeunesse sont Sir Dodoum 2, Le Nid de l'Aigle de Jean-François Laliberté et Mathieu Benoît, publié aux éditions Les Malins, Le Livre aspirateur de Jocelyn Boisvert et Enzo, publié aux éditions Michel Quintin, et Le jour de la réglisse à la barbe à papa, Le jour de la réglisse à l'air féroce de Pierrette Dubé et Samuel Quentin, publié chez Monsieur Ed. Les œuvres lauréates seront dévoilées lors de l'ouverture officielle du Salon du livre de Trois-Rivières, le jeudi 27 mars à 17h. Les lauréats et les lauréates se verront remettre une bourse de 1 000 $. Kin Leng, ou je le prononce pas comme il faut, Chin Leng, illustratrice de La Tasse de Gilles, écrit par Catherine Trudeau, fait partie des 10 finalistes du prix Elisabeth Mrazek Clever, organisé par EB Canada. Ce prix récompense le talent artistique d'un illustrateur ou d'une illustratrice canadienne pour un album illustré. Les illustrateurs et illustratrices sont sélectionnés parmi 131 livres soumis par 36 maisons d'édition. Les résultats seront annoncés le 26 avril prochain.
En terminant, soulignons quelques sorties de livres récentes. Chez Station T Jeunesse, la deuxième voix de Mélodie de Stéphanie G. Vachon et Jenny Bien-Aimée. Mélodie adore la musique et les chansons. Elle voudrait tant chanter comme les enfants de son âge, mais seul un souffle vide sort de sa bouche. Atteinte de déficience motrice cérébrale, Mélodie cherche sa voix. Chez Pastel, Demain, c'est moi qui commande de Jörg Müller. Une belette, un ours et un blaireau jouent ensemble, mais ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le jeu ni sur les règles. La belette veut toujours commander, ce qui finit par agacer les deux autres. Un livre parfait pour les tout-petits. Chez Kaléidoscope, le 4e de la série Oscar et Albert. Albert joue au foot de Chris Naylor Ballesteros. On a parlé de lui avec Paul Martin. Oscar et Albert adorent jouer au football. Lorsqu'ils rencontrent Barbara, la meilleure footballeuse du monde, Albert est mis de côté, mais il a peut-être un autre rôle à jouer. Pour les lecteurs plus vieux et les adolescents, le roman de Sophie Andersen, publié à l'École des loisirs, Le château de la magie interdite. Près de 400 pages pour découvrir le monde d'Olia. Ses parents sont les gardiens du château de Mila, un palais aux innombrables pièces dont certaines apparaissent et disparaissent. D'autres se cachent depuis des siècles et Olia est la seule à pouvoir y accéder. Un jour, elle trouve un passage secret qui mène à une nouvelle partie du château. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je remercie les invités et les collaborateurs. Élodie Poac de la librairie de Verdun, l'auteur Katia Cantiani et l'illustrateur Félix Girard, Luc Lapierre, bénévole lecteur chez Lire et Faire Lire, l'auteur et illustrateur Paul Martin pour sa tribune littéraire, Michel Brûlé pour le soutien à la recherche, Mathieu Tessier en régie au montage et à la mise en onde et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Je vous souhaite des lectures captivantes et on se retrouve dans 2 semaines.